Bonsoir. Question Ntida Abdoulaye Ouedraogo, bonsoir. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de ce journal, un sommet décisif sur l'avenir des soldats français réunis en ce moment même les chefs d'État du G5 Sahel et le président Emmanuel Macron. L'objectif est de redéfinir le cadre d'intervention français dans cet espace. Le dossier de Hervé Kabouré à suivre en début de journal. Procès du putsch, les coupables condamnés à payer la somme de plus de 900 millions à titre de dommages et intérêts aux parties civiles. Le tribunal militaire a rendu son verdict ce matin. La ville de Koudougou abrite les 30 et 31 janvier prochain la deuxième édition du Salon international du coton et du textile. Le CICOT 2020 va coûter environ 455 millions de francs CFA. L'annonce a été faite ce matin par le ministre en charge du commerce lors d'une conférence de presse dans la cité du Cavalier Rouge. Ibrahim Diallo présente la page des sports. La rencontre de Pau en France, c'est le sujet de la chronique politique de William Achille Kabouré. Chronique à suivre en fin de journal. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. Sommet de Pau en France, les chefs d'État du G5 Sahel et le président Emmanuel Macron s'entretiennent en ce moment même sur l'avenir des soldats français au Sahel. Après plus de 5 ans d'activité aux côtés des forces armées nationales des pays engagés dans le combat contre le terrorisme, la force Barkhane n'arrive pas à stabiliser la région. Bien que des résultats soient enregistrés, l'opinion des populations victimes des attaques terroristes reste divisée sur l'importance de cette force française. On en sait plus dans ce dossier de Hervé Kabouré. Lancée le 1er août 2014, la force Barkhane a pris la suite des opérations Serval et Épervier au Sahel. L'objectif étant, faut-il le rappeler, de combattre les groupes djihadistes aux côtés des forces armées nationales des pays partenaires regroupés au sein du G5 Sahel. Sur le terrain, le bilan en fin 2019, entre autres chiffres, fait état de plus de 1000 terroristes neutralisés, 2000 obus récupérés, des dizaines de tonnes de munitions ainsi que plus de 3 tonnes de drogue saisies. Les forces armées nationales et leurs alliés Barkhane connaissent également des pertes dans leur rang et l'événement le plus tragique reste les 89 soldats nigériens tués dans une attaque. Aussi, malgré l'engagement de Barkhane dans cette zone, les activités terroristes sont de plus en plus récurrentes avec leur corollaire d'atrocités. Une situation qui a fait naître un sentiment anti-français dans la région. Pour cette opinion répandue au Niger, au Mali ou encore au Burkina, la France masque ses véritables objectifs dans le Sahel, de nombreux habitants accusant même Paris d'avoir volontairement déstabilisé la région. Son intervention militaire au Sahel ne répondrait pas aux causes profondes de la déstabilisation de la région et contribuerait à la maintenir dans le sous-développement. Selon l'historien militaire Michel Goya, la force Barkhane se retrouve ainsi environnée dans un chaos croissant contre lequel elle ne peut pas grand-chose. Pour autant, si Barkhane n'était pas là, analyse l'historien, ce chaos serait bien plus important. Barkhane est alors comme une clé de voûte bloquée mais indispensable. C'est face au mouvement anti-français que le président Emmanuel Macron a convoqué le sommet de Pau, une rencontre, dit-il, pour identifier un ennemi commun, une zone prioritaire et un modus operandi commun. Hervé Kabouré, ce sommet de Pau est élargi à des organisations telles que l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine et l'OIF. Sur l'importance de leur implication, nous écoutons Paul Oumarou Koualga, diplomate de formation. C'est important qu'on élargisse la rencontre à ces organisations internationales. Il s'agit avant tout pour l'ONU, c'est une question de paix et de sécurité internationale. Donc, à titre de rappel, le Conseil de sécurité a compétence exclusive sur ces questions de sécurité. Et depuis un certain temps, vous écoutez aussi les dirigeants africains demander qu'on mette la force conjointe du G5 Sahel sur mandat 7, chapitre 7, pour pouvoir avoir beaucoup plus de capacité de financement et monter aussi en capacité opérationnelle. La présidence de l'Union européenne, vous savez très bien que l'Union européenne, dans cette zone aussi, fait partie des partenaires qui apportent sa contribution, mais aussi technique, mais financièrement aussi. Et puis vous avez l'Union africaine, c'est tout à fait normal, nous sommes en Afrique. Donc il y a les États d'une part, et d'autre part les organisations internationales qui interviennent à différents niveaux sur ces questions stratégiques-là. Et donc c'est dans une synergie d'ensemble qui devrait pouvoir faire avancer les choses. Donc au-delà de la clarification politique, il y a le véritable enjeu du financement, mais aussi de la contribution des uns et des autres. Donc cette présence, pour moi, elle s'avérait nécessaire et elle est capitale pour moi. Les États africains, avec la préparation qu'on a eue à Ouaga et à Niamey, ont dû certainement harmoniser les points de vue pour pouvoir, ensemble et en bloc unique,
essayer de faire avancer les choses et inverser un certain nombre de tendances en termes de rapport de force si jusqu'à présent les choses ne vont pas dans le meilleur des sens, certainement parce que les stratégies envisagées en termes de négociation ne peuvent pas arriver à inverser les rapports de force. Paul Oumarou Kwalga, à l'instant, il a été joint au téléphone par Xavier Belem-Yégré à l'édition de 13h. Et puis sur cette actualité, des leaders africains de plusieurs organisations syndicales, des partis et formations politiques, experts universitaires et artistes des pays de l'Afrique de l'Ouest réunis autour de l'initiative Souveraineté, Dignité et Paix se sont retrouvés aujourd'hui à Pau dans le Naouri au Burkina pour manifester leur soutien au chef d'État du G5 Sahel. Il les appelle à clarifier définitivement les relations diplomatiques et les conditions et cas d'intervention sur la coopération actuelle de la France. Ils promettent d'engager d'autres actions dans les jours à venir si la rencontre de Pau en France venait à être infructueuse. Procès du putsch de septembre 2015, le tribunal militaire a rendu son verdict ce matin. Les accusés doivent payer plus de 947 millions de francs CFA pour dédommager les parties civiles victimes du coup d'État. La radio Savane FM sera dédommagée à hauteur de 32 millions et Omega FM à 12 millions pour des préjudices subis. Partage d'expérience à l'hémicycle ce matin. Cela s'est passé entre une délégation d'anciens présidents de l'Assemblée nationale et le chef du Parlement. Ils ont aussi réaffirmé leur engagement dans la conduite de l'institution parlementaire. Le chef de la délégation, Mélégué Maurice Traoré, est interrogé par Tounaba Chantal Kabori. Nous avions été invités par le président de l'Assemblée nationale qui voulait se concerter avec nous, mais surtout qui voulait nous faire passer un message. Ce message, c'est lequel c'est: il est là, il n'a pas commencé sur un terrain vierge. Il a commencé après plusieurs présidents du Parlement. Et ce qu'il fait ici n'est que la suite, parce que c'est ça la rationalité de l'État. C'est la suite de ce que nous avons fait avant lui. À tout point de vue, au plan matériel, au plan fonctionnel, au plan même matériel, eh bien, il souhaitait aussi que nous puissions lui donner notre avis sur ce qu'il était en train de faire, les conseils que nous pouvons lui donner, les recommandations que nous pouvons lui faire, les critiques éventuelles s'il y en a. Et nous-mêmes, nous avions évidemment un message à faire passer, c'est de lui rappeler que nous le soutenons. Et lui rappeler qu'il est la deuxième personnalité de l'État. RTB Ouagadougou, 99.9 et 88.5 FM. La nouvelle coordonnatrice du service d'information du gouvernement a été installée ce matin dans ses nouvelles fonctions. Il s'agit de la journaliste Mafarma Sanogo qui remplace à ce poste Félix Kambiri. Elle dit placer son mandat sous le signe de la continuité. Nous l'écoutons au micro de Louis Gansori. Le défi, c'est déjà la situation que nous vivons aujourd'hui. Le grand défi, c'est que ceux qui nous ont fait confiance placent l'information et la communication au cœur de leurs actions quotidiennes. Donc, il va falloir suivre déjà le rythme. En arrivant au SIG, je pense que nous trouvons déjà des collaborateurs bien outillés qui ont envie de travailler et sur lesquels nous allons nous reposer pour pouvoir avoir des ressorts solides afin de rebondir et d'ajouter de la terre à la terre, comme on dit, pour que l'édifice soit encore solide, pour que la communication gouvernementale ne soit pas un vain mot. Je peux dire qu'à tout moment, un agent public est prêt et va toujours là où le devoir l'appelle. Je me repose sur déjà un socle assez solide et pour cela, je rends hommage à mon prédécesseur, M. Félix Kambiré, qui a, comme on dit, suffisamment mouillé le maillot, que nous allons encore faire quelque chose pour que chaque jour, parce que vous savez, le contexte dans lequel nous vivons, chaque jour est un nouveau défi. Les schémas traditionnels sont parfois mis à mal et il faut savoir s'inventer, inventer et réinventer. Donc nous comptons sur les partenaires. Je pense qu'on va placer ça sous le signe de la performance continue. Et on ne s'assoit jamais sur les acquis, il faut aller plus loin. Et chaque jour, je pense qu'on fera en sorte pour être beaucoup plus performant. Les conseillers techniques des gouverneurs de région s'imprègnent de la politique nationale de protection sociale. C'est à travers une formation qui va leur permettre de participer à la mise en œuvre de cette politique. L'objectif étant de renforcer la résilience des populations défavorisées. Le compte rendu de Awa Ouedraogo.
La politique nationale de protection sociale est un ensemble d'interventions publiques pour soutenir les personnes et les ménages à mieux faire face à tout risque de vulnérabilité et à accroître leur capacité de résilience. La mise en œuvre de cette politique doit se faire avec l'ensemble des acteurs intervenants et impliqués, d'où la formation des conseillers techniques, des gouverneurs de région. Le représentant du secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale, Moussa Zorom. Ces sessions de renforcement de capacité-là, pour nous, sont très importantes parce que ça permet à ce que tous les acteurs qui sont partie prenante du dispositif s'approprient de ce que c'est que d'abord la protection sociale, qu'est-ce qui est mis en œuvre jusqu'à présent. C'est depuis 2012 que le Burkina Faso s'est doté d'une politique de protection sociale. Où en sommes-nous avec sa mise en œuvre? Elle est effective selon Moussa Zorom. Et quand nous regardons, beaucoup de choses sont mises en œuvre à l'endroit de ces populations vulnérables. Vous verrez qu'en matière de transfert monétaire, depuis 2013, les chiffres ne font que s'augmenter. En matière de transfert en nature, quand on dit transfert en nature, c'est les vivres, c'est tout ce qui est en lien avec les intrants productifs pour nos agriculteurs. L'élevage, beaucoup de choses sont en tout cas mises en œuvre. Et également, tout ce qui est en lien avec l'assurance sociale. Nous sommes en train d'opérationnaliser actuellement le régime d'assurance maladie universelle à travers la création de la direction générale de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Cependant, le financement des activités de mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale reste le défi à gagner, a dit Moussa Zorom. La deuxième édition du Salon international du coton et du textile se tiendra du 30 au 31 janvier prochain à Koudougou. Elle est placée sous le signe de la production et la transformation du coton. L'édition 2020 du SICOT va coûter environ 455 millions de francs CFA et sera aussi marquée par l'inauguration de la première usine de dégrainage du coton biologique de Koudougou. Le ministre en charge du commerce a fait le point des préparatifs aux hommes de métier ce matin. Le point de la rencontre avec Mathieu Somda. La conférence de presse du SICOT, Salon international du coton et du textile, a mobilisé tous les acteurs de la chaîne de production, de transformation et de commercialisation du coton et les différents comités d'organisation. Soutenu par tous ces acteurs, le ministre Aruna Kabore, en charge du commerce, dévoile les enjeux du SICOT, le contenu de la manifestation et les projets de valorisation du textile. 1500 participants sont attendus les 30 et 31 janvier à Koudougou, qui va vibrer au rythme du SICOT, placé sous le patronage du président du Faso. Panel, table ronde, exposition, défilé, nuit du SICOT et rue marchande sont au programme de cette manifestation qui va permettre au Burkina de conforter son leadership africain dans la filière, de valoriser le coton burkinabé et de stimuler davantage sa transformation. L'édition 2020 du SICOT sera aussi marquée par l'inauguration de la première usine d'égrainage du coton biologique de Koudougou. En marge de cette édition se tiendra la 7e réunion ministérielle de coordination des 4 pays co-auteurs de l'initiative sectorielle en faveur du coton. Le pays invité d'honneur est la Turquie qui porte le projet et Start Textile Burkina Faso à travers Aïka Textile qui a déjà entamé le processus d'implantation de ce projet à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou. L'objectif de ce salon, d'un coût d'environ 455 millions de francs CFA, est de mettre en valeur le secteur du coton et du textile. Le ministre en charge du commerce a dans sa conclusion indiqué que le label Faso d'Anfani est totalement protégé et toute contrefaçon sera sanctionnée. À l'international, en bref, en Libye, les négociations à Moscou destinées à signer un accord formel de cessez-le-feu se sont soldées par du progrès, sans toutefois aboutir à la signature de ce document crucial pour la trêve entre les belligérants entrée en vigueur. Le chef d'une faction dissidente du principal parti d'opposition de Mozambique a réitéré aujourd'hui ses menaces d'attaquer des convois civils pour dénoncer l'investiture dans 2 jours du président Philippe pour un nouveau mandat. Depuis plusieurs mois, les routes du centre du pays ont été le théâtre d'une série de raids armés visant des véhicules civils qui ont fait plus d'une dizaine de morts. Nous
Nous accueillons Ibrahim Diallo pour le sport. Bonsoir. Awa Sylvie Bilgo, bonsoir. Inoussa Semporé et Samatou Tende sont les nouveaux maîtres du semi-marathon de Ouagadougou. Eh bien, ils ont remporté hier la 4e édition de la course de fond dénommée 10 km de Ouagadougou. Inoussa Semporé de Ouagadougou a été sacré chez les hommes et Samatou Tende de Bobo Dioulasso chez les dames. La compétition, organisée par le centre sportif Jean Semporé, a réuni près de 600 athlètes de plusieurs nationalités d'Afrique et d'Europe. Le reportage de Bourema Sawadougou. Tel un cheval au galop parmi des humains, l'étudiant en 2e année de droit Inoussa Semporé s'impose en solitaire sur la ligne d'arrivée devant le centre sportif Jean Semporé, 6 au quartier 1200 logements. Il boucle les 10 km de course en 31 minutes, 29 secondes, 3 tiers, le record de la compétition. Performance réalisée après une course stratégique selon le champion Inoussa Semporé. Le début, j'ai essayé de distancer les adversaires. Je me suis rendu compte qu'ils n'ont pas pu suivre la pression et bon, ils ont vite lâché. J'étais dès les 5 premiers kilomètres et j'ai géré la course jusqu'à l'arrivée, tranquillement. Je m'attendais à battre le record, ça c'était l'objectif principal. Mais également, j'ai visé un record de 29, mais malheureusement, j'ai pas pu. On s'est limité à 31. La première dame à l'arrivée, Samatou Tende des Hauts-Bassins, avec son chrono de 37 minutes, se dit joyeuse. J'ai bien géré ma course. Pendant les 5 km, on a couru ensemble en tout cas. Vers 4 et quelques comme ça, ma concurrente s'est relâchée et puis moi je suis passée. Après cette victoire-là, je me sens joyeuse au fait. 4 éditions, 4 différents champions, signe de l'ouverture de l'épreuve, d'où la satisfaction de Simon-Antoine Semporé, fils du regretté fondateur du centre sportif Jean Semporé. C'est même très bien que la couronne change de tête. Ça incite les autres à se dépasser encore plus pour les prochaines fois. Donc j'espère que ça sera un exemple pour les autres et que la course se déroule aussi bien qu'aujourd'hui. Je tiens à féliciter les organisateurs. En marge de la course des élites, celle des scolaires de 5 km a été organisée. Des médailles, enveloppes et vélos ont été les récompenses attribuées aux 10 premiers de chaque catégorie. Ce 4e 10 km de Ouagadougou a réuni près de 600 participants de plusieurs nationalités africaines et d'autres continents. Tangenda Souri était en fête hier après le dénouement de la 2e édition de la Coupe de l'Espoir. Eh bien, l'heureux vainqueur, l'équipe tout-puissant, a battu l'équipe dénommée Ayoro par 2-1 en finale pour s'adjuger le trophée, un jeu de maillot et surtout une enveloppe de 1 million de francs CFA offert par le co-parrain Abdoul Service. Ce dernier s'engage également à construire une clôture pour le commissariat de Tangenda Souri. 12 équipes de moins de 20 ans ont pris part à cette 2e édition de la Coupe de l'Espoir qui vise à jeter les bases d'une équipe communale. Le promoteur, le premier vice-président de la Fédération burkinabé de football, Laurent Blaise Kaboré, au micro de Nongdo Jean-Gilbert Onga. Lorsqu'on regroupe les jeunes et qu'ils arrivent à produire ce genre de football, on ne fait que prendre du plaisir. Et c'était l'objectif recherché. Regrouper les jeunes autour du ballon rond, c'est regrouper les jeunes pour qu'il y ait une cohésion sociale qui va leur permettre d'aller plus de l'avant. Parce que seul, on peut faire bien, mais à plusieurs, on fait des merveilles. Donc, la population a envie d'avoir une équipe de jeunes au niveau de la commune. Le maire est en train de constituer une équipe qui, dans les années à venir, va nous permettre de voir ces jeunes évoluer sur le premier plan. Et c'est pour ça que la population est sortie, pour dire merci pour l'organisation de cette coupe, mais demander aux premiers responsables du football d'avoir un œil sur Tangenda Souri, afin que la commune puisse mettre sur place son équipe. Et puis en bref, 16e journée du Faso Foot de D1, les lanternes rouges, le RCK et Royal ont créé la sensation dans cette première journée de la phase retour. Les Faucons ont infligé une belle gifle à l'EFO 3-0 et Royal s'est offert le scalp de Salitas 2-0. Dans le haut du tableau, le choc Raimo ASFB a accouché d'une souris, score final 1-1. Le Majestic, tenu en échec 1-1 par la SEC, reprend la 2e place. L'USFA a mis au pas l'AS Police par 3-1. L'AS Douane est tombé 1-0 à Bobo Dioulasso face au Racing. COSAF et l'AS Sonabel se sont neutralisés 0-0. Match nul 1-1 entre l'AS Fayenenga et l'USO. 16 buts seulement ont été inscrits, tout comme à la 15e journée. Alassane Sawadogo de l'ASFB et Seydou Sawadogo de l'AS Fayenenga demeurent les meilleurs buteurs avec 7 buts chacun. Merci à vous Ibrahim pour cette actualité sportive. On termine avec la chronique politique, la rencontre de Pau en France entre les chefs d'État de l'espace G5 Sahel et le président Macron se tient actuellement sur la présence militaire française dans cet espace en cette période de crise sécuritaire. Le président burkinabé dit être allé pour parler franchement de cette situation. La chronique politique s'arrête sur ce sujet et c'est avec William Achille Kabouri. Le président français veut-il passer sous les fourches codines les chefs d'État des pays du G5 Sahel? Lui qui ne veut avoir des soldats français sur quelque sol du Sahel que ce soit, à l'heure même où l'ambiguïté persiste à l'égard de mouvements anti-français, selon ses propres mots.
et il invite ses pairs du Sahel à une réunion d'éclaircissement à Pau, la ville française qui a perdu le plus des 13 militaires français tombés récemment au Mali. Seulement, si les Africains avaient eu leur mot à dire, quand la France conduisait l'OTAN à détruire la Libye, la situation aurait été tout autre. Il ne s'agit pas d'une question de maintien de troupes sur ces zones attaquées, mais d'assumer le service après-vente après l'aventure française en Libye. Sinon, cette présence militaire française, qui entraîne le sentiment anti-français tel décrit par le président Macron, ne concerne pas uniquement les pays du G5 Sahel, mais toute l'Afrique. Pourquoi pointer uniquement les pays du G5 Sahel? Est-ce une stratégie pour se retirer de ce bourbier avant d'y s'embourber, ou y a-t-il une autre anguille sous roche? D'ambiguïté en ambiguïté, ce que l'on reproche à la France, c'est le fait que malgré l'utilisation d'énormes moyens dans cette guerre contre le terrorisme, la frappe de l'ennemi reste croissante. Aussi, il s'agit de son comportement ambigu envers la fraction qui revendique l'indépendance de l'Azawad. Toutes ces questions pourraient se clarifier à ce rendez-vous de Pau. Les peuples d'Afrique, et plus précisément du sud du Sahara, attendent de leurs représentants des décisions historiques qui y seront prises. Voilà pourquoi nous trouvons juste la position du président du Faso et président en exercice du G5 Sahel qui a choisi d'aller parler franchement sur ces questions. Et c'est ainsi que se referme ce journal réalisé par Aguma Joseph Sirima, mise en onore René Sawadogo. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.